Donc cette conférence, c'est impact visuel du product manager. Je vais juste vous le dire, hein, je suis content de vous présenter ce sujet-là parce que ça parle de produits, ça parle de visuel. C'est vraiment deux thématiques que moi j'affectionne depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, je vous remercie d'écouter sur ce sujet. Moi, je vais tout de suite me présenter. Vous allez voir, c'est très particulier parce que ça va être que du visuel et il n'y a pas de slide du tout durant toute cette conférence. Moi, je suis Benoît Herman et je suis un product manager au sein de Leroy Merlin. Alors, Leroy Merlin, je pense que c'est une entreprise que vous connaissez tous puisque c'est une entreprise qui est leader sur le marché du bricolage. Euh, on est une entreprise qui fait partie du groupe ADO, et on est une entreprise qui est au top 3 des enseignes préférées des Français. Donc, je pense que, pas de surprise, vous connaissez Leroy Merlin. Et pour info, je pense que vous avez certainement en entendu parler cette année, puisque c'est une année particulière. On fête notre centenaire, et donc 100 ans pour une entreprise, c'est quand même une belle longévité, hein. Moi, dans mon quotidien, je suis en responsabilité de construire des nouveaux produits digitaux dans le domaine du pricing. Et ce, je le fais à destination de plusieurs enseignes internationales du groupe. Donc c'est un vrai challenge pour moi, pouvoir parler de ce sujet sur lequel je suis pas forcément un expert. Et je le fais aussi pour plusieurs pays du groupe ADO. Alors comme beaucoup d'entre vous, dans lesquels je suppose que vous le vivez dans votre quotidien, eh ben, le groupe est dans ce qu'on appelle une période de transformation. Le groupe est en train de Enfin, son ambition, c'est de construire la plateforme mondiale de l'amélioration de l'habitat. Donc, c'est un vrai gros challenge. euh, et je pense que dans votre quotidien, vous le vivez aussi dans les entreprises, dans les missions dans lesquelles vous êtes, hein. Une transformation, pourquoi c'est nécessaire pour des entreprises? Eh bien, parce que ça demande la nécessité d'aller s'adapter à ce qu'on appelle la complexité du monde. Vous savez tous que le monde, on parle toujours de monde VUCA, hein, il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, ça demande vraiment d'aller s'adapter à tout ce changement qui existe dans le monde. Forcément, cette transformation, eh ben, ça amène pas mal de changements. Ça amène du changement aussi bien d'un point de vue digital, comme dans mon cas et dans mon contexte, eh ben, ça demande d'aller construire pas mal de nouveaux produits. Mon objectif, d'aller faire disparaître les anciens produits, n'est-ce pas, Paul? Ce qu'on appelle le legacy. Et donc, c'est comme ça que j'avais connu Paul et qu'on s'est côtoyé sur les sujets. Mais aussi d'un point de vue métier, parce que la transformation, eh ben, ça demande à embarquer également pas mal d'utilisateurs, des parties prenantes qui font partie de l'entreprise. Pour ces métiers, en se transformant, c'est l'occasion d'aller repenser les gestes métiers, les process, et donc autant en profiter pour aller leur faire quitter le côté historique on a toujours fait comme cela, pourquoi on changerait? Donc un grand challenge. La transformation, comme ça demande beaucoup de changements, généralement, vous savez, hein, en tant que consultant, on travaille souvent là-dedans. Ça demande de l'accompagnement, parce que c'est difficile d'aller faire changer, les habitudes. Oh, accompagner, et donc forcément, ça demande de l'accompagnement. Moi, en tant que product manager, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Alors, je le fais pas au sein de l'entreprise au global, mais en tout cas, j'ai quand même ce rôle à jouer sur mon périmètre de responsabilité. Ce périmètre de responsabilité, il est défini par mon livrable. Ce livrable, c'est mon produit. C'est ce que j'essaie de délivrer à des utilisateurs. On pourrait plus globalement dire que c'est le service et la proposition de valeur que mon produit va fournir à des utilisateurs. Alors, des utilisateurs qui peuvent être humains, parce que qu'on va répondre à nos métiers, mais ça peut être aussi des utilisateurs techniques. Vous savez très bien que dans des grands groupes, eh bien, tout est interconnecté et donc la donnée, je me sers aussi de la donnée des autres systèmes. Donc, il faut aussi y faire attention. Mais mon objectif principal, via ce produit, c'est d'aller fournir ce qu'on appelle de l'impact.
c'est l'impact produit. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler d'impact produit, parce que voilà, quand on parle de product management, on parle de ce sujet-là. Cet impact, c'est ce qui va finalement aller provoquer, c'est vraiment la promesse du changement auprès de nos utilisateurs. Et cet impact, en tant que bon agiliste, comment on l'inscrit? Eh ben, on va l'inscrire dans ce qu'on appelle la vision de notre produit. Cette vision, alors elle est difficile hein, à écrire, elle se veut ambitieuse, elle se veut challengeante, elle se veut inspirante aussi, pour embarquer un peu tout le monde vers ce futur qui devrait être meilleur. Et donc cette vision, comment on y va? Comment on l'atteint? Eh ben, d'un point de vue stratégique, heu, on met du temps, à y arriver et vous savez très bien que le chemin n'est pas tout tracé, des chemins, des obstacles, on va en traverser, on va rencontrer pas mal de difficultés et la bonne démarche, c'est, ben, d'aller par étapes et d'avancer au fur et à mesure de ce chemin. Forcément, au fur et à mesure, on va voir comment on avance, là-dessus. Notre vision, c'est notre cap, c'est la direction que l'on doit suivre et donc à chaque moment de chaque point d'étape, ça va être aussi l'occasion de voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a découvert et est-ce que notre vision, elle est toujours valide? Est-ce qu'il ne faut pas non plus la réadapter? Donc le chemin vers l'impact produit, au final, c'est une vraie aventure collective, c'est un vrai challenge. Alors pour y arriver, si on descend un peu plus tôt sur notre produit, il y a quelques points d'attention que moi je fais attention, en tant que product manager et je vais lister quelques points, et je pense que ça va plutôt aussi vous parler, pour ceux qui font du produit. En premier lieu, c'est la satisfaction, autour de mon produit. Alors pourquoi la satisfaction? Généralement, c'est comme ça que l'on mesure le succès du produit et pas forcément, comme un projet où on va être validé qu'on est dans les temps et dans les budgets. Ici, on va les mesurer. Est-ce qu'on a répondu à l'attendu? Pour savoir ça, forcément que la bonne démarche, c'est quoi? C'est de se mettre généralement, on se met dans une démarche user-centrique. On va s'intéresser, à nos utilisateurs, quels sont leurs besoins et cetera. Mais en tant que product manager, finalement, là, ce qu'on va surtout chercher, c'est notre préoccupation, c'est d'aller comprendre. Alors comprendre, effectivement, nos utilisateurs, ça va être comprendre leur expérience actuelle, ça va être d'aller comprendre également le métier à laquelle ils répondent, ça va être comprendre aussi le marché. Je vous rappelle qu'en tant que product manager, moi, le pricing, je suis pas un expert. J'apprends aussi au fur et à mesure que j'avance vers mon impact produit. Bref, en tant que product manager, notre quotidien, c'est d'aller comprendre finalement les problèmes. C'est notre quotidien, c'est de répondre à des problèmes pour aller apporter les bonnes solutions, derrière. Et donc répondre à ces problématiques, c'est nous faire avancer sur ce chemin vers l'impact produit. En second point, c'est, in fine, en lien avec la satisfaction, le second point pour moi, c'est cette boucle. Je pense que vous la connaissez tous, ou sinon il y a un problème ou vous avez loupé quelque chose, c'est l'agilité. L'agilité, ça fait, voilà plusieurs, enfin une bonne dizaine d'années que je pratique et que j'ai découvert, que j'apprends là-dedans. C'est ce qui me permet d'avoir un état d'esprit tourné, vers, une approche produit et non plus une approche projet. Moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est d'aller surtout délivrer d'une manière itérative, incrémentale, des petits bouts de produits pour aller réceptionner, en fait, finalement, derrière, du feedback de la part de mes utilisateurs. Cette boucle de l'agilité, heu, si vous cherchez ou quand vous lisez un peu, des éléments sur l'agilité, on parle même de boucle de feedback. Plus vous allez faire tourner cette boucle, plus vous allez recevoir du feedback, plus vous allez pouvoir, prioriser beaucoup mieux vos sujets et faire grossir, apporter la meilleure valeur, attendue. Donc quand on parle de ça, finalement, moi ma préoccupation là-dedans dans l'agilité, c'est plutôt comment je vais fluidifier ma manière de fonctionner, avec l'équipe pour faire tourner cette boucle d'une manière, efficiente, efficace, optimale, sans aller parler de vélocité qui est souvent, un indicateur qui regarde un peu l'efficacité. Donc c'est fluidifier cette boucle de l'agilité pour qu'elle tourne vraiment et qu'on délivre et qu'on va chercher du feedback de plus en plus, souvent et c'est aussi une manière
derrière de savoir notre préoccupation de comment on s'organise en équipe pour être efficient en collectif. C'est surtout d'adapter notre organisation vis-à-vis de notre contexte. Et ça, c'est vraiment important dans l'agilité. Il faut on adapte notre boucle d'agilité vis-à-vis de notre situation. Dans l'agilité, il y a un second point, un point qui est important et qui est vraiment en responsabilité du product manager, c'est le backlog. Le backlog, c'est l'ensemble des éléments que vous voulez adresser au sein de votre produit. Et forcément, derrière le backlog, quelle est la grande préoccupation d'un product manager au quotidien? Eh bien, c'est la priorisation. Parce qu'au quotidien, c'est faire le tri entre des demandes qui viennent de toutes parts, alors aussi bien des utilisateurs, de parties prenantes. Il va falloir faire le tri entre aussi les tickets de run qui peuvent tomber, la dette technique que vous avez pu accumuler et qu'il faut la traiter pour éviter d'avoir encore plus de problèmes dans le futur. Bref, c'est éviter de développer des fonctionnalités qui deviennent inutiles très rapidement. Donc c'est comment, au quotidien, on met l'effort sur les bons sujets au bon moment. Et donc ça, c'est vraiment des décisions que l'on prend chaque jour sur ces sujets. Et dans l'agilité, le dernier sous-point qui me semble vraiment aussi très important, c'est la notion d'équipe. La notion d'équipe, parce qu'un produit, en tant que produit manager, on ne le construit pas tout seul, on le fait en collectif. Et c'est vraiment ensemble qu'on va construire, qu'on va aller identifier des problématiques et qu'on va aller répondre, apporter les bonnes solutions à ces problématiques. La préoccupation là-dessus, finalement, pour y arriver, c'est l'important, c'est d'aller faire collaborer cette équipe. Comment vous faites pour avoir une équipe qui collabore, qui a des interactions entre eux? Et la grande préoccupation aussi, c'est comment on va aller maintenir l'engagement, le côté motivation de l'équipe. Et donc, pour tout ça, sur la collaboration, moi, ce qui me semble important en tant que product manager, c'est comment j'arrive au quotidien à aller apporter le sens et l'utilité de ce qui est produit par l'équipe. Et c'est comme ça que vous allez réussir à maintenir une équipe engagée et qui va donner tout ce qu'elle peut donner pour atteindre finalement la performance de votre équipe. Et donc, par rebond, le rebond, c'est ça. C'est bon. C'est le dernier point, le troisième, et qui est plus une qualité attendue autour du product manager, c'est sa capacité à communiquer. Selon moi, c'est vraiment important, sa capacité à communiquer, et c'est d'ailleurs, comme ça qu'il est très attendu, parce que le product manager, c'est quand même la personne qui met en avant le produit, c'est un peu le porte-parole, du produit et donc, il se doit d'avoir cette puissance de communication, auprès de son équipe, auprès des utilisateurs, auprès de parties prenantes. C'est aussi, in fine, le product manager est un liant entre 3 domaines d'expertise sur le produit que sont l'UX, donc tout ce qui concerne l'expérience utilisateur. Là, on va aller chercher l'acceptabilité et l'utilisabilité du produit. De la partie tech, c'est comment vous allez valider, confirmer la faisabilité des solutions que vous allez mettre en place pour répondre aux problématiques. Et de la partie business, eh ben, c'est comment aussi dans le temps votre produit est viable et donc va durer et va aussi dans le futur il va être possible de le maintenir, de le faire évoluer par rapport au monde qui bouge. Et donc c'est vraiment, en tant que PM, on est vraiment au centre. Il faut qu'on arrive à discuter, à communiquer avec ces personnes qui n'ont pas forcément non plus le même langage. Et donc c'est comment soit sûr qu'on soit aligné sur une même compréhension, parce qu'on avance tous sur le même chemin et vers un même objectif qui est l'impact produit. Et donc, pour tout ça, moi, ce qui me semble important aussi en tant que product manager, eh ben, c'est d'être en capacité d'être en maîtrise de son produit et des problématiques qu'on essaie de résoudre. Alors, en être en maîtrise, c'est en être un expert. Cela ne veut pas dire de mettre les mains dans le moteur, mais en tout cas de savoir comment il fonctionne, parce que c'est comme ça que vous allez savoir mieux communiquer, mieux partager vos connaissances, et aussi, in fine, chaque jour, d'aller prendre les bonnes décisions dans votre quotidien.
Donc voilà quelques points sur lesquels moi je fais, très attention, dans mon quotidien et voilà, c'était vraiment une liste infime, mais en tant que product manager, des préoccupations, finalement, vous allez en avoir chaque jour dans ce qu'on appelle votre boucle du product management. Cette boucle, elle s'articule en 2 parties, puisque la première partie, qui est la discovery, heu, est une première boucle, là où on va s'attacher, à aller identifier quelles sont les problématiques, quelles sont les problématiques auprès des métiers, que l'on doit, traiter et donc on s'attache à aller, développer le bon produit et ensuite vous avez la phase de delivery, là où on va aller s'attacher à délivrer le produit de manière correcte, qualitative, qui va apporter cette valeur aux utilisateurs. Et donc au centre, à chaque passage de boucle, vous vous retrouvez avec votre backlog qui doit vivre, qui doit être animé au quotidien et donc qui va se mettre à jour par rapport à tout ce que vous apprenez. J'ai voilà, c'est bon. J'étais un petit peu bloqué. Donc ça, la boucle de product management, des préoccupations, on en a au quotidien, et en tant que product manager, on en est un peu responsable de toutes les activités qui tournent, dans ce sujet. Voilà pour la partie produit, introduction vis-à-vis du product management. Moi, dans mes expériences passées, avant d'être pleinement dans du product management, j'ai fait pas mal d'accompagnement. J'ai été coach agile, j'ai fait, pas mal de facilitation, d'ateliers et donc j'ai été amené, à accompagner des collectifs, des équipes, à atteindre leurs objectifs, et pour tout ça, heu, j'ai, j'ai pas mal usé d'un outil que j'ai découvert, il y a une bonne dizaine, d'années maintenant et pour lequel j'ai essayé de pratiquer, découvrir, et cetera et cet outil, c'est le visuel. Le visuel, alors comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai découvert, il y a une bonne dizaine d'années, maintenant. À l'époque, c'était pas forcément, très connu ou en tout cas, on n'en parlait pas forcément beaucoup et donc même quand je pratiquais, testais, on me disait: «Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses dessins et ses gribouillages?» C'est un peu bizarre. En tout cas, moi, en testant, en allant, voir ce que ça peut apporter, ce que j'ai été, vraiment stupéfait et convaincu, c'est que le visuel avait une vraie puissance et donc quand vous êtes convaincu, de l'utilisation d'un outil, ce que vous faites, c'est que vous essayez de l'utiliser, d'une manière, naturelle et donc vous essayez de l'utiliser dès que vous en avez l'occasion et donc moi, du visuel, j'essaye de l'utiliser effectivement, dès que j'en ai l'occasion, aussi dans ma boucle de product management. Hop et donc quand c'était l'année dernière, je donnais un atelier d'initiation, à la facilitation, graphique et lors de cet atelier, justement une personne, me pose la question de: «Mais Benoît, c'est très bien, la facilitation graphique, le visuel, mais toi en tant que PO, et PM, ça te sert à quoi finalement?» Alors la question, j'étais un peu surpris, en me demandant: «Est-ce que cette personne a vraiment compris, mon atelier?» ou alors finalement en creusant et en discutant avec, je me suis dit: «Ce serait plutôt finalement, il faut que je le prenne d'une manière positive» et finalement, elle a plutôt du mal à projeter comment elle peut utiliser cet outil dans son quotidien. Et donc ça peut être finalement une bonne occasion d'en faire une conférence et de revenir là-dessus et se dire: «OK, finalement, des outils, quand on les utilise, ils ont forcément un impact» et quand vous êtes coach agile, par exemple, très souvent, la première question quand on va voir une équipe, vous pouvez leur poser, «Mais pourquoi vous utilisez Scrum?» je vous laisse imaginer les réponses que vous allez obtenir. Très souvent, on utilise un outil parce que le voisin l'utilise et donc, autant l'utiliser parce que, chez eux, ça marche. Sauf qu'il faut vraiment comprendre le sens et est-ce que ça est vraiment bénéfique dans notre quotidien et dans notre, atteinte d'objectifs. Donc, ça devient intéressant de se poser la question: «OK, est-ce que moi, dans mon quotidien, dans mon product management, est-ce que le visuel, finalement, il est bénéfique? Est-ce que ça me sert à atteindre mon impact produit? Ou finalement, je suis plutôt en train de me faire plaisir avec mes dessins et en fait, ça ne sert à rien sauf à moi?» et donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu par la suite. Je vais vous donner un petit peu on va faire le tour de toute technique visuelle qui existe. Je vais essayer comme ça de vous donner une meilleure compréhension de tout ce qui existe
dans les approches visuelles, et on va aller regarder comment moi je peux l'utiliser dans mon quotidien de product manager, et est-ce que finalement ça me sert pour atteindre mon objectif d'impact produit. Mais avant tout ça, on va partir sur uniquement quelques définitions pour vous redonner le sens de où cela vient, la partie visuelle. Et pour tout ça, on va parler de pensée visuelle. La pensée visuelle, c'est tout ce qui va englober les techniques du visuel. Alors, point positif, c'est que vous avez tous les facultés nécessaires pour l'utiliser. Parce que vous avez tous des mains, des yeux et votre cerveau. Et donc, vous êtes tous en capacité d'utiliser cet outil de pensée visuelle. Derrière tout ça, dans la pensée visuelle, quel est le principe général? L'idée, c'est de partir de quelque chose qui est complexe, d'une idée complexe, et de venir la rendre visuelle au travers d'un support visuel pour la mettre, donc en mélangeant du texte, des dessins, bref, quelque chose de visuel qui est visible, pour le mettre à disposition d'une personne pour lui faire comprendre ça à son cerveau. On essaie de faire comprendre cette complexité à une personne. On est dans une démarche qu'on appelle de clarification, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre plus simple, plus lisible, plus compréhensible quelque chose qui est complexe. Le constat est que, en tant qu'être humain, notre cerveau a besoin de support pour réussir à projeter des propos. Et donc, il est plus facile d'utiliser du support visuel que des explications orales ou écrites d'une manière linéaire. Et donc, voilà pourquoi on est, en tant qu'être humain, beaucoup porté sur du visuel. Et la promesse derrière la pensée visuelle, et ce qui est bien pour un product manager, c'est qu'on vous promet que tout problème peut être clarifié par du visuel. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez en croiser, hein, et je pense que vous en faites aussi naturellement. Quand vous faites des plans de travaux, forcément, vous allez faire votre petit plan sur un petit brouillon. Exemple aussi, quand vous faites un constat automobile, on fait un petit dessin pour votre assureur pour qu'il arrive à comprendre la situation. Moi, je faisais du football et ça, c'était chiant, c'était le tableau noir. C'est-à-dire que votre entraîneur est en train de dessiner sur un tableau des tactiques de l'équipe. Ça ressemble à plus rien à la fin, mais il essaye de donner le sens de comment l'équipe devrait jouer. Voilà plein d'exemples. Et dans votre quotidien, je pense que vous pouvez en trouver plein. Et si on regarde du coup la facilitation graphique, parce que c'est ça que peut-être que certainement ce terme, vous le croisez très souvent dans votre quotidien, ou quand vous faites un peu de veille sur les sujets. Qu'est-ce que la facilitation graphique? Au final, ce n'est qu'une discipline de la pensée visuelle. Elle n'est qu'un croisement entre des techniques de facilitation. Les techniques de facilitation, quels sont leurs buts? Elles sont d'accompagner un groupe de travail à avoir des interactions, les bonnes interactions et donc la collaboration. On va aller chercher l'intelligence collective de ce groupe de travail pour qu'ils atteignent un objectif, leur objectif de travail. Et donc, vous avez un facilitateur qui, pour cela, va user de son pouvoir, de ses techniques des questionnements, de gestion de groupe, pour amener ce groupe de travail à atteindre son objectif. Et de l'autre côté, vous avez les techniques visuelles, les techniques graphiques. Oh, c'est pas grave. Les techniques graphiques qui, comme vous avez vu dans la pensée visuelle, elles ne sont que le fait de mettre à disposition un support visuel, mélangeant du texte, du dessin, etc., qui va permettre de renforcer l'impact de ce que vous apportez. Donc, si on prendrait une définition de la facilitation graphique, on est vraiment au croisement de ces deux techniques de facilitation et de graphique. Et donc, votre visuel, il est au service des interactions de votre groupe de travail pour qu'ils facilitent leur atteinte de leur objectif. Voilà ce que c'est finalement la facilitation graphique. Par cette définition, il y a quelque chose qui est très important et qui permet de donner vraiment le sens, c'est que ce support visuel,
il n'est que le moyen et ce n'est pas le résultat. Ce constat, il est super important parce que c'est, ce qui doit normalement lever aussi des freins. Quand on vous parle de facilitation graphique, on en reparlera juste un petit peu après, mais très vite, vous allez vous mettre des freins parce que vous allez me dire: «Bah, moi, je sais pas dessiner, c'est vraiment pas fait pour moi, je vais pas me lancer là-dedans». Heu, Là, ce qu'on cherche par ça, finalement, en montrant que c'est le moyen, ce qu'on va chercher, c'est pas une œuvre artistique. Ce qu'on va chercher, c'est surtout d'aider par une cartographie des informations. Votre but, c'est de mettre à plat les choses pour les rendre visibles. Et un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir, ce qu'on va chercher auprès de ce groupe de travail en apportant du visuel, ce n'est pas l'effet waouh qui montre un peu le côté artistique, mais le côté ah ouais qui montre vraiment que ce groupe, le visuel leur sert à avancer dans leur problématique, dans leur atteinte de leur objectif. Et donc voilà pourquoi c'est important d'avoir ça en tête pour lever quelques freins. Et donc, si vous voulez vous lancer vraiment dans la création, de visuels, ben, rien de plus simple, en tout cas, heu, il y a ce qui existe, c'est le langage du visuel. Alors le langage du visuel, c'est tout un langage. Chose intéressante, c'est que vous l'avez déjà en vous, puisque depuis tout petit, vous savez dessiner et vous savez même dessiner avant de savoir écrire. Du coup, c'est comme le vélo, il suffit juste de s'y remettre et vous allez pouvoir, repratiquer et réapprendre, dans l'utilisation de votre langage du visuel. On va passer je pense que j'ai assez de temps, mais on va pouvoir, regarder rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans le langage du visuel. Moi, je vous encouragerai après, si ça vous intéresse, mais vraiment d'aller, creuser qu'est-ce qui existe dans le langage du visuel, parce que ça demandera, forcément pas mal de pratique. Moi, j'ai mis quand même quelques années à avoir des automatismes et cetera. Ça demande pas mal de temps. Mais en tout cas, voilà, je vais vous donner vraiment les grandes, sous-thématiques du langage du visuel. Comme dans tout langage, on commence par un alphabet et donc l'alphabet, il est plutôt simple dans le visuel puisqu'on vous apprendra que vous êtes en capacité de tout dessiner à partir d'un carré, d'un rond, d'un triangle, d'un trait et d'un point. Plutôt simple comme alphabet, hem et donc à partir de cet alphabet et ben, vous allez pouvoir développer votre vocabulaire. Dans le vocabulaire pour du support visuel, alors il y a quelques éléments qui vont permettre de compléter, votre support visuel. Dans un premier temps, et ben, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle du coup les pictos. Les pictos, ce ne sont que des assemblages, de votre alphabet, et donc on peut tout dessiner. Vous voyez que je vais assez vite. Le but n'est pas de faire quelque chose d'artistique. Le but est uniquement de vous montrer que bah, finalement, si vous comprenez ce que se cache derrière chaque picto, bah, voilà, je vous ai redonné uniquement le sens et finalement, c'est gagné. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce qui se cache derrière chaque élément. Et forcément, dans le vocabulaire, alors il n'y a pas que du dessin, vous avez aussi du texte. Et du coup, sur tout ce qui est lettrage, typographie, bah, il y a quoi s'amuser également. Moi, je suis pas un dessinateur, m'amuse beaucoup plus dans du lettrage, par exemple. Et donc, comme pour tout Word, hein, vous allez pouvoir on pourrait s'amuser avec toutes les polices de caractères. euh, et donc, on s'amuse à jouer avec toutes ces polices. Le but étant en tout cas, en conseil, moi, ce que je vous donne, et c'est ce qu'on donne après, même quand vous êtes facilitateur, que vous utilisez par exemple du post-it, hein, le fait de rendre visuel, c'est utiliser l'écriture majuscule, parce qu'elle est beaucoup plus lisible que de l'écriture cursive. Et donc, euh, ça, c'est un bon conseil, en tout cas, même quand vous animez des ateliers avec des participants. Et donc après, on peut s'amuser avec même aller jusqu'à du relief. Alors forcément, vous voyez, hein, ça prend un peu plus de temps, mais ça demande, un peu d'entraînement sur les sujets. Et puis quand on va un peu plus loin, ce qui peut être intéressant, et ben, on commence à aller plus loin en y ajoutant, pourquoi pas des personnages. Ça donne plus de vie, au support visuel, ça donne, vraiment un côté, plus ludique et ça fait passer beaucoup plus de messages. Forcément que
Vos personnages, vous allez utiliser les personnages sur lesquels vous semblez être à l'aise pour les dessiner. Des formats, il en existe plein, vous pouvez trouver plein d'exemples sur le web, sur le sujet. Et quand on veut encore aller un peu plus loin, on peut y faire passer, des émotions, c'est-à-dire que rien qu'avec donc c'est tout petit, rien qu'avec, des yeux, des cils et une bouche, on est capable de dessiner énormément d'émotions. Alors bien sûr, vous allez, tous, en faire votre interprétation, mais en tout cas, rien qu'avec ces éléments-là, on peut dessiner une multitude d'émotions et en faire passer. Voilà pour la partie vocabulaire, très rapide. Et donc comme dans tout langage, il manque une dernière partie, celle qu'on adorait quand on apprenait notre français, et c'est la grammaire. Là-dedans, alors il y a plusieurs sous-éléments, sur la grammaire. La grammaire visuelle, qu'est-ce qu'elle, sert? Elle sert vraiment à hiérarchiser toute l'information et à essayer de donner un sens de lecture, à votre support visuel. Là-dedans, on y trouve surtout 3 éléments. Tout d'abord, il y a la structure. La structure, c'est, quelle va être la disposition de votre support? Est-ce que ça va être un support sur lequel on va donner une lecture plutôt de gauche vers la droite, ou une lecture, de haut en bas, ou finalement une lecture, en mode chemin, ou finalement, plutôt, en mode, mind map, le mind map étant une technique visuelle. Donc certainement que dans votre quotidien, vous l'utilisez déjà et vous voyez que, rien que le mind mapping est une technique visuelle. Bref, des structures, on peut en utiliser, il en existe tellement, mais c'est important d'y faire le choix dès le départ, de dire quelle structure je vais mettre en place qui va permettre de, rendre compréhensible, la complexité que je veux, faire passer. Derrière, vous avez ce qu'on appelle des conteneurs. Les conteneurs, ce ne sont que des sortes de regroupements d'informations et pour tout ça, on va utiliser des cadres, vous allez utiliser, des bulles, des nuages, on peut utiliser, ça peut être des panneaux. C'est ce qui va permettre, de mettre en relief, certaines informations et ça va faire ressortir ça sur votre support visuel. Très souvent, rien qu'un titre, forcément, vous allez certainement l'encadrer parce que vous allez vouloir le mettre en évidence et on peut aussi faire des bannières qui sont assez connues. Pareil, une fois que vous maîtrisez ça, vous allez assez vite pour les représenter. Et le dernier élément, dans la grammaire que je veux, mettre en évidence et qui est certainement l'un des éléments les plus importants, ce qu'on appelle les connecteurs. Les connecteurs, c'est tout ce qui est représenté par des flèches, des liens. Heu et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui représente finalement votre système, la logique dans laquelle les informations se suivent et s'enchaînent. C'est ce qui donne vraiment la puissance, d'un support visuel et rien que pour illustrer, si je vous dessine, rien que ce schéma avec 4 ronds et 3 liens entre les éléments et que je vous représente les mêmes éléments, mais disposés de cette façon-là, très vite vous avez vu qu'avec les mêmes éléments, mais disposés d'une autre manière, finalement les connecteurs donnent un autre sens, à ce schéma. Ça montre aussi que si ici je vous aurais expliqué les liens, vous les aurez compris. Par contre, une personne qui aurait été absente au moment où ce lien sont créés, aurait interprété ces liens et peut-être se serait trompée et on aurait eu une mauvaise, compréhension. Donc voilà rapidement, sur le langage du visuel, ce que je peux vous donner pour ne pas prendre trop de temps, mais vous voyez très bien que, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller, voir dedans, parce que ça va vous permettre finalement d'utiliser toutes les autres techniques, parce que toutes les techniques visuelles ne se basent que sur ce langage. Le langage visuel, c'est un langage universel et il est vraiment commun à toutes les techniques, que l'on va voir par la suite. Donc on est parti, on va aller regarder un peu les techniques, qui existent dans le visuel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à chercher, des techniques du visuel, allez, si jamais, pour certains qui ont commencé, qui ont déjà tenté d'aller chercher,
des informations et ce que c'était la fascination graphique. Quand vous allez sur Google Images, très vite, vous êtes tombé sur des grandes planches qui sont dessinées et là, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, vous mettez un grand frein en disant: «Non mais ça, ce n'est pas fait pour moi». C'est carrément un dessin et c'est trop artistique. Alors, c'est marrant, mais c'est pas vraiment de la facilitation graphique, on est un petit peu plus dans une autre technique, visuelle qui est la captation graphique, ce qu'on appelle la prise de notes, qui est visuelle. Alors forcément, moi, il y a plusieurs années, quand j'ai découvert ça, c'est forcément par cette technique que j'ai commencé, qui sont peut-être les plus complexes, mais qui permettent d'aller développer son vocabulaire du visuel. Alors la première technique, qu'on va parler, et à voir si, certainement que certains, le connaissent ou le pratiquent, c'est le sketchnoting. Le sketchnoting, donc c'est une technique, de captation visuelle. On est dans ce qu'on appelle de la prise de notes, individuelle. Ici, vous êtes devant votre support visuel et votre but, c'est de dessiner un support visuel, mélangeant du texte, du dessin, par rapport à des informations que vous avez envie de synthétiser. Le but dans le sketchnoting, lequel est-il? C'est de remplacer vos prises de notes linéaires, qui finalement ne servent, en tout cas moi, elles ne me servaient jamais, heu, mais qui vous font, passer un effort fou, à vouloir tout noter en prise de notes. Ici, le sketchnoting, cette planche, elle sert pour vous. Alors, ça peut servir dans plein de moments, c'est vraiment quelque chose qui est individuel et donc il y a aucun risque, bah, de se louper, hein, et c'est pas grave si vous vous loupez, là-dedans, donc c'est pour ça que c'est une bonne manière de développer son vocabulaire visuel. Mais on peut l'utiliser durant des réunions, des présentations. On peut sketchnoter une vidéo, ça peut être aussi sketchnoter un blog, enfin un article de blog. J'en connais même qui arrivent à sketchnoter de la musique, voire même, leur repas du midi. Donc vous voyez qu'on peut aller très, très loin, on peut tout synthétiser. Le but, c'est qu'est-ce que j'ai envie de, synthétiser, sur ma planche visuelle pour en garder un souvenir. Et l'autre technique, qui est aussi sur la captation visuelle, et certainement que vous pouvez certainement croiser, également, qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle le scribing. Le scribing, on va utiliser également la même technique que dans le sketchnoting, sauf que ici, on construit un visuel, mélangeant de la même manière, hein, du texte, du dessin, on fait des flèches pour montrer les liens. Sauf qu'ici, dans le scribing, le support visuel que vous construisez en live, il n'est pas pour vous, il est pour des personnes. Donc ça change, c'est-à-dire que du coup, ce visuel, vous allez le mettre à disposition des autres personnes. Alors pour illustrer, quel cas d'utilisation, dans quel cas d'utilisation on peut l'utiliser, ça peut être lors de présentation. Vous avez une personne qui présente un sujet, auprès de ce groupe, de personnes. Cette personne explique un sujet et il peut même avoir son beau PowerPoint juste derrière avec ces belles slides, qui vont défiler. Ici, le but, du scribing, c'est de venir synthétiser la présentation, aussi bien les paroles que ce qui peut passer aussi en information, sur les slides, pour les retranscrire et en faire une synthèse qui va renourrir ces autres personnes-là. Notre but ici, c'est de donner, en fait, une vue globale de l'information à tout moment pour ce groupe de personnes. Ce qui est différent des paroles ou des slides, qui disparaissent au fur et à mesure que, bah, la présentation avance. Et donc si une personne a besoin de se référer à une information qui est passée, et ben, c'est un peu difficile parce que l'information a disparu, tandis que, sur le support visuel, l'information est peut-être toujours présente, si elle a été, synthétisée, mais en tout cas, ça donne toujours en un coup d'œil, l'ensemble des informations qui sont mises à dispo. Et dans un autre cas d'utilisation qu'on peut également utiliser, c'est si vous êtes en réunion, que vous avez des personnes qui sont en train d'échanger entre elles, elles sont en interaction et peut-être qu'elles doivent prendre des décisions, qu'elles doivent poser des éléments. Alors, classiquement, vous demandez à une personne peut-être qui prend un compte rendu qui sera envoyé 3 jours après, s'il l'envoie,
et savoir est-ce qu'il a bien retranscrit l'ensemble des informations, ou alors ici, comme avec le scribing, vous pourriez aller synthétiser les informations qui ont été échangées entre ces personnes-là pour leur permettre de leur redonner à voir. Ici, finalement, le compte-rendu, il est en train d'être construit en live, en direct, et il est toujours à disposition de ces personnes. Ça leur permet aussi de rebondir plus facilement et finalement, en tant que compte rendu, eh ben, ça permet aussi de prendre des décisions parce que toutes les informations affichées, sont, finalement validées par les personnes présentes. Comme actuellement. C'est ça. Et donc par ces 2 étapes, hem, j'ai pas mal pratiqué, on peut en sortir une sorte de processus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on voit un peu la différence et après on aura, finalement le même processus sur toutes ces techniques, un peu visuelles. Dans un premier temps, ce qu'on essaye de faire dans la captation visuelle, eh ben, c'est d'aller capter l'information. Capter l'information, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire d'aller se brancher à un flux d'informations. Alors ça peut être ce que vous entendez, ça peut être ce que vous voyez, ça peut être, ce que l'on imagine aussi, heu, bref, tout type d'informations que vous auriez envie de synthétiser. Capter, c'est vraiment, se brancher à ce flux d'informations et de s'y tenir. Une fois que vous êtes capté, sur ce flux, le but, c'est d'aller filtrer l'information. Alors filtrer l'information, c'est-à-dire que quelles sont les informations, sur ce flux que j'ai besoin de, bah, prendre parce que ces informations font sens, elles sont importantes à les synthétiser et à garder. Forcément entre le sketchnoting et le scribing, vous l'avez vu, hein, la base est la même parce qu'on utilise le langage visuel, par contre la posture est différente. Et ben, quand on filtre, on se pose toujours la question de pour qui et aussi le quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent en retirer? Et donc, ça fait que notre système de filtre, il est totalement différent et on va, sélectionner les informations d'une manière différente selon la technique. Et la troisième étape, eh ben, elle consiste de structurer, c'est-à-dire d'utiliser, notre langage visuel pour aller produire ce support visuel par rapport aux informations qu'on aura captées puis filtrées. Et donc, voilà vraiment le processus, de captation. Notre but ici, c'est, comme on l'a vu dans la pensée visuelle, hein, c'est de donner à voir, soit à soi ou soit à des personnes. En tout cas, c'est de donner à voir dans la globalité les informations, sur une même feuille, visuelle. Donc voilà pour ce processus et ensuite, du coup, je vais vous donner un peu vraiment les bénéfices qui moi, m'ont stupéfaite par rapport à ces 2 techniques que j'ai pas mal, pratiquées. Non seulement c'est développer son langage du visuel, mais ce qui me semble surtout important, j'en ai un petit peu parlé juste avant, finalement, c'est d'être dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est vraiment, ce qui ressort, forcément et ce qui va vraiment apporter, sur le visuel. Pourquoi? Parce que, si je reprends, la partie sketchnoting, vous l'avez vu dans le processus, c'est-à-dire que quand je dois synthétiser, quand je dois capter, et quand je dois filtrer, ça me demande un grand développement de la part de l'écoute et également pas mal de concentration. Parce qu'une fois si jamais vous avez un moment d'inattention, et ben forcément, vous retrouvez déconnecté de ce flux d'informations et votre synthèse, ben, vous risquez de louper, quelques informations et d'en perdre le sens de ce qui est présenté ou de ce qui doit être synthétisé. Et de la part des participants, du groupe de personnes auxquelles vous pourriez fournir un visuel, c'est aussi important d'être dans le moment présent. Il y a un côté qui est surtout sur l'attention. Alors c'est assez puissant, l'attention que le visuel donne. Le visuel a un côté vraiment captivant. Alors en plus, je pense le fait que ce visuel se construit d'une manière au fur et à mesure, fait que vous êtes beaucoup plus concentré pour voir et forcément que vous êtes aussi beaucoup plus concentré sur les informations qui sont données. Et si je vous démontre cela, il suffit juste que je vous dessine ce petit dessin. Je sais que
Certainement, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est un problème, non? C'est le problème, c'est la complexité. Ce qui montre que vous, qui avez été présent durant le début, et ça fait la troisième fois que je le dessine, vous avez déjà fait un lien entre ce dessin, ce picto, et un thème qui est le problème, la complexité. Une personne qui va être absente, qui va reprendre cette planche, qui va essayer de la déchiffrer ou de la lire, va se dire: «Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plat de spaghettis? C'est un gribouillis? Enfin, je comprends pas». Et du coup, voilà pourquoi c'est important, et ce que ça apporte d'être dans ce moment présent. Et par tout ça, on arrive vraiment au gros bénéfice, autour du visuel. C'est que par la construction, par la vue, par l'attention et le fait que tout se crée, et forme entre des liens, ça amène, bah, beaucoup de compréhension du sujet. En s'efforçant à voir les liens apparaître, sur les sujets, on en comprend beaucoup plus ce sens et par cette compréhension, qu'est-ce que ça amène? Ça amène surtout de la mémorisation. C'est vraiment les gros objectifs du visuel, de mieux comprendre et surtout de mémoriser, sur la fin. Si je prends l'exemple d'une photo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez pris une photo, de vos vacances, vous allez certainement vous souvenir, des éléments sur cette photo et même ceux qui étaient présents sur la photo vont s'en souvenir et comme sur cette photo, comme pour cette planche visuelle, vous allez aussi vous souvenir d'éléments qui sont externes à cette photo et à cette planche. J'ai pas besoin de mettre tout le détail de ce que je dois expliquer sur cette planche, j'ai pas besoin de tout écrire et je vous donnerai le défi, si jamais, vous récupérez, cette planche, je sais pas et vous la regardez dans 2 3 semaines, vous allez être surpris de tout ce que vous vous souvenez et qui ne sont pas marqués sur cette planche. Moi, ça a été là, pour repréparer cette présentation, en fait, j'ai ressorti, la planche que j'avais fait, lors de la dernière conf, que j'ai joué. Je pense que je me suis souvenu de 75 du discours et du sujet, sans devoir, réapprendre l'ensemble. Et C'est c'est énorme. assez, stupéfiant, finalement. C'est énorme, Donc il y a ça. un grand côté sur la réactivation de la mémoire. Voilà, sur ce qui est la captation, visuelle. On va regarder d'autres techniques que peut-être vous pourriez commencer, aussi à utiliser. La suivante du coup, c'est ce qu'on appelle le parler dessiné. Le parler dessiné, alors c'est une technique que j'ai commencé aussi à développer qui m'a pas mal intéressé également. Qu'est-ce que le parler dessiné? Vous allez voir, on est comme dans le scribing. C'est-à-dire que je suis en train de faire un support visuel pour un groupe de personnes. Hop. Mais à la différence du scribing, c'est que je suis aussi en train de parler. Et donc là, vous allez me dire, bah, en fait, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Effectivement, je suis en train de vous expliquer un sujet tout en le dessinant. Alors c'est compliqué, hein, parce que je dois parler et dessiner, et donc c'est une double concentration. Mais qu'est-ce que ça amène? Ça amène en fait une transmission. Je suis considéré comme un sachant, comme un expert d'un sujet, et ma puissance, c'est de vous transmettre de la connaissance. Et finalement, de ce qu'on a vu juste avant, hein, par l'attention que vous allez mieux le comprendre, vous allez peut-être certainement aussi mieux le mémoriser, et donc c'est un gain finalement, d'utiliser cette technique pour faire passer plus facilement des messages. Heu et moi, en tant que product manager, bah, finalement, les Jira, quand on met des US et ben, finalement, quand on fait une présentation, d'une user story à l'équipe, bah, quand elle est complexe, autant, moi, j'en profite pour, mettre un petit peu plus de visuel, un peu plus de schéma. Ça sera beaucoup plus simple que lire, un ticket Jira dans lequel, tout est en linéaire et donc forcément, vous perdez l'attention déjà de votre équipe et donc c'est beaucoup plus facile de donner le sens des éléments. Ce qu'on va chercher aussi, finalement, derrière tout ça, c'est d'être aligné sur nos sujets. On veut avoir une même compréhension commune des sujets.
C'est beaucoup plus intéressant parce que, finalement, être aligné, on va tous dans la même direction, hein, pour l'impact produit et donc autant qu'on en ait une même compréhension. Vous avez les mêmes sujets, hein, quand si jamais vous êtes avec une personne qui vous dit, «Ah, je comprends pas du tout ce que tu me dis». Alors est-ce que vous persévérez à essayer de le faire comprendre oralement ou est-ce que vous dites: «Bah, attends, on va prendre une feuille, je vais essayer de schématiser ce que je suis en train de te dire». Soit ça facilite la transmission de cette information, de réussir à projeter, vos propos, pour cette personne. Ou il y a aussi des cas finalement, en fait, on n'était pas en train du tout de parler de la même chose et donc, en échangeant, en posant sur un support visuel, on se rend compte qu'en fait, on ne parlait pas de la même chose et donc, c'est aussi un intérêt, là-dedans, sur le parler dessiné. Donc voilà ce qui est, intéressant, sur cette technique-là et pourquoi des fois aussi, on l'a vu tout à l'heure avec un PowerPoint, hein, je pense que quand vous avez une présentation avec du PowerPoint, bah, forcément que des fois l'information est déjà affichée en avance, avant que le discours arrive et je pense que comme beaucoup, d'entre nous, je pense qu'on a plutôt tendance à essayer de lire l'ensemble de la diapo avant que la personne a commencé à le présenter et donc finalement en faisant ça, on est déjà, déconnecté, du discours de la personne. Voilà sur ce sujet. Heu, la technique suivante, c'est on va inverser, c'est le dessiner parler. C'est là une technique sur laquelle on va finalement faire dessiner les participants et ça, c'est plutôt génial. Moi, j'adore. Heu, il y a plusieurs, cas d'utilisation qu'on peut faire, hein. Vous prenez une équipe et vous leur demandez de dessiner, pourquoi pas le dernier sprint, qui vient d'écouler ou alors, ce serait quoi le succès de notre produit? Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les mettre aussi en binôme. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont aussi avoir des interactions entre eux parce qu'ils doivent converger pour, produire un même résultat. J'ai aussi le cas où, on peut prendre pourquoi pas, vous allez avec vos utilisateurs, métiers et vous leur demandez de «Dessine-moi, la maquette de la future fonctionnalité». Alors forcément, hein, c'est difficile, hein, les gens vont tout de suite dire, «Non mais je vais pas dessiner». Mon but n'est pas d'aller, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le moyen et pas le résultat. Mon but n'est pas d'aller chercher, ce que ça va représenter. Mon but, c'est d'aller finalement, par ces techniques, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on essaie de matérialiser les pensées de la personne et cette personne va derrière les exprimer. Et ça, c'est assez puissant puisque, on va chercher des choses comme des non-dits, des choses qui semblent triviales pour certaines personnes et ben, elles vont finalement, aller oser, l'exprimer parce que sinon, rien que par une question orale, elles n'y auraient pas pensé. C'est un peu la même technique. Alors si vous connaissez, et moi je l'utilise très, très, très souvent, toutes les techniques de photolangage. C'est assez puissant, c'est assez simple, à faire en facilitation et c'est du visuel, le photolangage. C'est comment, on met à disposition un ensemble de cartes visuelles qui représentent, tout et n'importe quoi. Vous allez poser une question et vous demandez à chaque participant de sélectionner une carte vis-à-vis de cette question et moi, elle m'a toujours fasciné parce que, c'est la puissance que chacun va aller exprimer quelque chose derrière une carte. C'est aussi une facilité pour eux, d'aller s'exprimer et donc le photolangage, si vous connaissez pas, regardez, c'est assez puissant comme type, de technique visuelle et vraiment assez simple, à mettre en place. Voilà pour cette technique de dessiner parler. On va passer à une suivante et là, je pense que si pour ceux qui avaient jamais trop utilisé, qui ont jamais utilisé ces précédentes techniques, je pense que vous allez en arriver sur les techniques qui, normalement, vous êtes censés les utiliser. Les premières, c'est, tout ce qui concerne la modélisation et l'illustration. Alors je pense que, vous êtes tous à même à aller, ces techniques, c'est, pour aller partager de l'information, transmettre de l'information et donc tout ce qui est, organigramme, graphique, des schémas, et cetera. C'est là-dedans que ça se passe. À la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le scribing, avec, tout ce qui est captation visuelle, où vous avez toutes les informations qui arrivent au compte-gouttes, hein, qu'il faut aller les sectionner, à la volée. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle, hein, vous recevez les pièces au fur et à mesure et on ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin. Ici, dans la modélisation et illustration, normalement,
quand vous créez ces éléments-là, vous avez déjà finalement tous les éléments à votre disposition. En fait, toutes les pièces du puzzle, vous les avez. Dans cette technique-là, tout ce qu'on cherche à aller faire, c'est d'aller les structurer. Quelles sont les informations que je vais aller sélectionner là-dedans qui vont me permettre de faire un schéma qui va être compréhensible d'un grand nombre de personnes. Et on le voit tout à l'heure hein, sur... donc là, c'est de la structure. Hop. Et on l'a vu tout à l'heure, l'importance d'être dans le moment présent. Ici, dans cette technique-là, la grande différence, c'est que quand vous créez une illustration, de la modélisation, en fait, et quand vous le partagez à des personnes, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ne sont pas présentes. Donc, quand vous faites ces choses-là, finalement, est-ce que vous êtes certain que ces personnes qui vont recevoir votre visuel, eh ben, comprennent bien le sens que vous voulez donner? Et voilà pourquoi c'est important. Et pourquoi toute la structure, tout le langage visuel que vous allez utiliser, doit être vraiment bien sélectionné pour que le message soit clair. Sinon, le problème, c'est que s'il y a une mauvaise interprétation, eh ben, ça amènera une mauvaise compréhension, ça amènera une mauvaise mémorisation de l'information. Et donc, ça peut être finalement un impact négatif par rapport à ce que vous voulez apporter. Parce que ce sujet-là, ça amène surtout des repères. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment une attention à avoir sur vraiment cette technique et que je pense que vous utilisez. Et donc, faites attention à tout le langage visuel que vous pouvez utiliser et de vraiment faire la bonne sélection. La technique suivante et une autre que je pense que vous utilisez, ou en tout cas ceux qui font beaucoup d'agilité, vous avez souvent ce sujet qui apparaît, c'est tout ce qui concerne les templates. Des templates, on en croise beaucoup. À tout moment, on peut en trouver. Vous allez avoir tout ce qui est business model canvas, l'expérience map, euh, dans les Triamigos, vous avez tous les templates pour les rétrospectives qui sont préparés à l'avance. Que sont des templates? Ce sont uniquement des cadres dans lesquels qui est déjà prédéfini, qui est déjà préparé, et dans laquelle on va inviter, finalement, en tant que facilitateur, un groupe de travail à venir s'exprimer à l'intérieur. Donc forcément, il y a ce cadre. Votre but, là, on est un petit peu plus dans, vous l'avez vu tout à l'heure, dans la facilitation graphique. Parce que ce cadre de travail qui est mis à dispo, eh ben, ça demande à ce groupe de personnes d'aller être en interaction, d'être en collaboration pour aller poser ces éléments par rapport à un objectif qu'ils doivent adresser. Et donc forcément, très souvent, vous pouvez avoir un facilitateur qui va les amener à avoir les bonnes questions, les bons dynamiques de groupe. Et donc c'est très souvent ce facilitateur aussi qui va les sélectionner le bon template qui va répondre, qui va les aider à aller adresser les aider dans leur atteinte de l'objectif. Si je reprends le processus de tout à l'heure, en fait, dans le template, on retrouve un peu le même processus. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez demander à vos participants vous allez d'abord aller récolter de l'information. Alors, récolter de l'information, et ben ça, on le fait via des post-it. On va utiliser les couleurs, on va utiliser les tailles de post-it. Vous allez les demander aux participants d'aller s'exprimer librement via des post-it, par exemple, via ce template. Une fois que vous récoltez l'information, très souvent, il y a des phases où on va les trier, c'est-à-dire qu'on va aller commencer à enlever les doublons, on va essayer de pas tâter, c'est-à-dire regrouper des informations qui ont le même sens, qui concernent le même sujet. Et en dernier point, vous allez essayer d'organiser l'information, c'est-à-dire que là, on peut commencer à redisposer, mettre les groupes qui vous semblent les plus importants. On peut même aller demander aux gens d'aller voter. Le but, c'est le même, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller donner à voir l'ensemble de ce qui s'est passé durant un atelier sur un même support visuel. Ce que ça montre par ce template, finalement, qu'est-ce qui s'est passé durant ces discussions, ces échanges? En fait, ce qui se passait, c'est que vous avez fait apparaître l'ensemble de leurs décisions. Parce que finalement, à converger, eh ben, ils prennent ensemble des décisions. Et donc, voilà aussi l'intérêt des templates.
sur ce sujet. Sur les templates, il y a la technique, la petite sœur, c'est-à-dire que, si vous avez déjà vu, il y a ce qu'on appelle la métaphore visuelle. C'est exactement le même sens, que le template, sauf que la métaphore visuelle va utiliser quelque chose qui est un petit peu plus dessiné. Et si je vous donne un exemple, je pense que pour beaucoup, vous devez connaître, certainement la plus connue, c'est le speedbot. Le speedbot, c'est le fait de dire que en tant qu'équipe, vous êtes dans un bateau, vous voulez atteindre l'île qui représente votre objectif, vous êtes poussé par des vents et par contre, vous avez des éléments qui vous freinent, qui sont représentés par des ancres. Ici, on essaie de projeter les participants dans une histoire et cette histoire, bah, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire que ça amène un ancrage émotionnel pour les participants et donc l'objectif, c'est que ça amène beaucoup plus de participants passion et donc beaucoup plus de récolte d'informations. La métaphore visuelle amène beaucoup plus de production, d'idées et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Alors ça demande peut-être un peu plus, de travail d'un point de vue visuel, si vous voulez aller dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer, vous pouvez créer la vôtre, celle qui correspond même au contexte et donc d'imaginer celle qui va vraiment, embarquer davantage encore, vos participants. Heu, voilà pour un rapide tour de techniques visuelles. On en a vu pas mal et moi, en tout ça, heu, en fait, il y en a une toute dernière qui existe et je pense que, certainement qu'en agilité, vous en avez déjà entendu parler, également. C'est tout ce qui concerne, les techniques de management visuel. Alors, moi, avant de découvrir toutes ces techniques visuelles, forcément, le management visuel, c'est quelque chose que déjà je poussais beaucoup, mais quand je vois la puissance derrière toutes ces techniques visuelles que l'on a, en fait, bah, du coup, je suis devenu beaucoup plus convaincu aussi de l'utilisation du management visuel. Alors, c'est beaucoup plus difficile hein, avec maintenant le travail à distance et le distanciel entre équipes. Avant, j'adorais prendre un grand mur et y mettre plein de post-it. Maintenant, bon, on utilise les tableaux type Miro. Ça fait le job quand même. Mais en tout cas, c'est des éléments qui, pour le coup, je ne peux plus m'en passer. Je peux plus faire sans pour apporter une dynamique dans une équipe et avancer sur un produit. Et je comprends pas forcément certaines équipes que je pourrais croiser qui l'utilisent pas. Dans le sens où le management visuel, si on revient au sens même, on vous dira toujours que le management visuel, il est fait pour l'équipe, mais il est aussi fait par l'équipe. Le but, c'est que le management visuel, ce soit un visuel collectif. Il n'est pas la propriété de celui qui l'a initié, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est collectif, qui doit amener la collaboration dans l'équipe. Et donc, on essaie d'aller chercher en fait l'appropriation du visuel, parce que c'est un visuel qui va vivre au quotidien sur un tant que l'on construit le produit. Et donc, il est vraiment, il doit vivre et il doit évoluer. Moi, il y a deux outils dans lesquels qui sont super importants pour moi. Et alors, je ne sais pas si vous les utilisez parce qu'ils sont, je pense que je les croise pas forcément trop souvent dans mon quotidien. En premier lieu, pour moi, c'est le story map. Le story map, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est ce que j'appelle, moi, ma carte du produit. Cette carte du produit, hop, c'est donner comment je donne sur un support visuel l'ensemble des fonctionnalités de mon produit et comment je m'anime. Chez moi, ça correspond en fait à mon backlog. Je ne peux plus faire un backlog linéaire en mode to-do list. Ce backlog, maintenant, je le représente en deux dimensions. Là où sur l'entête, je vais avoir l'ensemble de mes grandes fonctionnalités. Et en dessous, c'est un peu toutes les user stories, les tâches qui sont en fait des
alternatives, des options pour apporter, qui répondent à la même, fonctionnalité derrière. Des alternatives, vous pourrez en avoir plein, hein. Le but, c'est que ça anime et ça aide au découpage. Ce que je trouve intéressant et pourquoi c'est, intéressant d'un point de vue visuel, c'est que ça vous permet de raconter, de disposer les éléments d'une manière expérience utilisateur. Ça vous permet, en fait, de raconter, l'histoire dans laquelle, on voudrait, heu, projeter un utilisateur et donc il va suivre un certain nombre d'étapes sur un film de narration. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut identifier les étapes, celles qu'on a vues pour atteindre, la vision. C'est-à-dire que pour atteindre cette étape-là, eh ben, on pourrait aller sélectionner tel et tel, sujet qui vont nous permettre d'aller raconter cette histoire. Et puis à la seconde étape, on ira raconter cette autre histoire en apportant des nouvelles fonctionnalités sur le produit. Voilà ce qui est intéressant, vis-à-vis du story map, qui vous donne vraiment une vue globale du produit et qui donne à voir, bah, aussi bien vos développeurs, mais aussi à vos métiers. Et le dernier point, la dernière technique, c'est, le Kanban, sur lequel, bah, depuis quelques années, j'utilise au quotidien et il représente quoi? Mon Kanban, en fait, c'est également une autre technique qui me donne ma carte du flux. En fait, ça me donne, comment on fonctionne en équipe. Et ça, c'est assez puissant. C'est-à-dire que vous allez être aussi en 2 dimensions. Sur l'en-tête, on se retrouve avec, un ensemble d'activités. Donc ça, c'est les activités de l'équipe et sur ces activités, derrière, on retrouve vos US et vos tâches sur vos sujets. Ce qui est intéressant avec Kanban, c'est d'arrêter de faire les colonnes to do, doing, done, parce que ça ne représente rien du tout dans les activités que vous faites dans votre quotidien. Alors, on est surtout sur la partie doing, c'est-à-dire que quand on fait de l'encours, OK, c'est en cours, mais en cours de quoi? Est-ce que c'est, en cours de développement? Est-ce que c'est en cours de review? Est-ce que c'est en cours de test? Bref, des activités, il y en a beaucoup. Moi, dans mon quotidien, je pense qu'on a au moins une bonne quinzaine de colonnes qui représentent vraiment chacun qui fait quoi et ce que ça m'apporte, c'est qu'on est vraiment focus sur les sujets et non pas sur les personnes. Et ce qui ça montre aussi, c'est qu'à chaque colonne, on peut définir nos règles de passage d'une colonne à une autre. Et ben, c'est beaucoup plus facile de se souvenir de ce que sont nos definition of done, definition of rating, et puis on peut s'amuser avec des limites, etc. Kanban permet pas mal de choses, et ça permet aussi de visualiser. En visualisant comment on fonctionne, ça permet aussi de visualiser où sont nos problèmes et comment on peut s'améliorer dans notre quotidien. Donc voilà, c'est aussi une amélioration continue dans notre quotidien. J'ai fait le tour de tous les sujets. Maintenant, on peut arriver sur cette partie conclusion et se dire: «Et finalement, ça sert à quoi le visuel en tant que product manager?» En tout cas, quel impact, heu, on a sur le sujet? Finalement, dans la conclusion, ce serait de dire: «Eh ben, en tant que product manager, quand je vois tout ça, est-ce qu'on ne serait pas finalement, le cartographe, du produit?» Parce qu'en tant que product manager, bah, je me dis que je dois, finalement aider à aller, sélectionner, les bonnes cartes qui vont me permettre de tous avancer vers mon impact produit. Ça va me permettre aussi de s'assurer qu'on les maintient, qu'elles soient à jour, et donc j'ai, je pense, cette responsabilité. On a tous un objectif, cartographe. On a tous un objectif, d'avancer vers l'impact produit. Et ben, c'est comme si, vous devez avancer, aller, vous rendre à une destination précise sans GPS, ou alors, passer une journée dans un parc d'attractions, alors que vous n'avez pas de plan, ou alors monter un meuble sans notice, ben, c'est un peu difficile. Donc je pense qu'on a ce rôle pour accompagner, d'aller amener, tous ces repères, de donner à visualiser, ce qui va amener de la clarification, de la compréhension, de la mémorisation, de la collaboration, de l'alignement. Bref, ce que ça va amener, ça va nous permettre de devenir des guides vers l'impact du produit. Et donc, si vous êtes product manager, ou en tout cas même dans tout, n'importe quel métier, prenez vos cartes, sortez vos crayons, dessinez-les,
Et vous verrez que dans les techniques visuelles, vous aurez toujours une technique qui va vous répondre, qui va vous aider à répondre à votre problématique. Et le dernier point, c'est que dans la pensée visuelle, ce que ça montre, c'est que savoir dessiner ses problèmes, son produit, en fait, c'est savoir montrer que vous le maîtrisez.